Pour les personnes qui sont pas, pour lesquelles c'est le premier webinaire, du coup ici c'est déjà le 5e webinaire que nous organisons, le webinaire CMOST. Je veux juste vous rappeler un petit peu les règles et les consignes pour celui-là. Donc de laisser vos micros coupés tant que vous n'avez pas la parole, d'utiliser la fonction lever la main pour demander la parole. Donc on sera vigilant et du coup on vous passera la parole lorsque vous souhaiterez la prendre, et notamment lors de la deuxième partie au moment de poser les questions. Et puis surtout, pensez à énoncer clairement votre nom et votre fonction pour vous présenter en cas de prise de parole. C'est toujours plus sympathique de savoir qui parle et qui a posé les questions. Cette séance est enregistrée, donc elle sera mise en ligne sur la plateforme du CMOST pour les gens qui veulent la revisionner plus tard. Voilà. Au programme, donc du coup, vous le savez tous, hein, ce webinaire est consacré aux investigations préalables dans les conduites d'assainissement visitables ou non. Il sera présenté par Julien Landau d'Infranéo, que je laisserai se présenter plus en détail tout à l'heure quand il prendra la parole. Alors, on avait prévu une petite introduction par notre référent CMOST, Alain Tranveil, mais je ne le vois pas en ligne. Donc, du coup, ce que je vous propose, du coup, c'est qu'on commence directement avec la présentation de Julien. Julien, c'est bon pour toi si on commence Oui, il n'y a pas de problème. Maintenant. Et puis, on verra avec Alain une fois qu'il sera disponible, si toutefois il arrive à se rendre disponible. Je pense qu'il a peut-être un petit problème technique. Donc, écoute, Julien, je te passe la parole. Je te laisse partager ton écran. Oui, je vais partager mon écran. Alors. Voilà, donc pendant qu'il ouvre sa présentation, donc pour rappel, Julien a à peu près 20-25 minutes de présentation, et puis ensuite la deuxième partie sera consacrée à vos questions et à nos réponses. Voilà, donc je vais me présenter rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc Julien Landau, ça fait 20 ans, ça fait un peu plus de 20 ans que je travaille à Structure Habitation, qui est maintenant devenu Infranéo, dans le domaine du cycle de l'eau. Donc c'est principalement tout ce qui est auscultation, diagnostic, précondition de travaux sur les réseaux d'assainissement visitables et non visitables. Donc aujourd'hui, je vais aborder sur une courte présentation pour qu'on puisse avoir pas mal de temps d'échange après, les investigations préalables qu'il convient de réaliser, qui sont réalisées le plus couramment dans les réseaux d'assainissement visitables ou non visitables. Voilà. Alors, tout d'abord, les objectifs de ces investigations. Pourquoi devons-nous réaliser ces investigations dans les réseaux d'assainissement et qu'est-ce qu'elles nous apportent? Donc, ces investigations, elles rentrent dans le cadre de la méthodologie de diagnostic de réseaux d'assainissement, visitables et non visitables, pour pouvoir préconiser et déterminer les travaux de réhabilitation adaptés au réseau d'assainissement. Donc, travaux de réhabilitation qui sont la majeure partie du temps, on le préfère sans tranchée, mais également avec tranchée. Donc, ces investigations, elles sont réalisées après toutes les études préalables réalisées dans le cadre des diagnostics, donc les études géotechniques, les études concessionnaires, les historiques de l'ouvrage, en ce qui concerne les travaux, les études, l'environnement de surface. Donc, à l'issue de toutes ces informations-là, les investigations complémentaires sont programmées. Pourquoi on les réalise à l'issue des études préalables? Parce que pour certaines investigations, principalement pour le visitable, l'environnement de l'ouvrage géologique et l'historique de l'ouvrage va nous permettre d'orienter ces investigations. Donc c'est pour ça que souvent on réalise un pré-diagnostic avant, voilà, sur toutes les données qu'on a, pour orienter les investigations. Donc ces investigations, elles vont nous permettre de définir la pathologie de l'ouvrage. Donc ça, c'est très vrai pour les ouvrages visitables qui ont multiples pathologies assez différentes. Et pour bien préconiser les travaux de réhabilitation vont devoir permettre de traiter la pathologie de l'ouvrage. C'est pour ça que ces investigations, elles ont vraiment cet objectif. Elles permettent également, ces investigations, de bien définir les travaux de réhabilitation. Donc, bien sûr, elles déterminent la pathologie, donc les travaux, mais également, elles vont nous permettre d'avoir des informations sur la faisabilité des travaux, sur le dimensionnement des travaux, toutes ces informations-là. Par exemple, sur le non visitable,
Si l'ouvrage présente des flashs ou des déformations importantes, on va devoir partir vers des travaux de reprise en tranchée et peut-être pas de chemisage. Donc ces investigations vont devoir nous permettre d'avoir ces informations pour bien choisir ces travaux de réhabilitation. Et dimensionner, optimiser. Donc pour le gainage, tout ce qui est section, c'est une optimisation. Le dimensionnement du gainage nécessite d'avoir la section de l'ouvrage et son ovalisation. Mais également pour des restructurations d'ouvrages visitables, ces investigations préalables vont nous permettre d'avoir toutes les informations sur l'ouvrage, mais également ses appuis sur le sol autour. Sur un ouvrage visitable, l'assainissement, surtout lorsqu'il est en maçonnerie, ce n'est pas simplement la structure qui permet sa tenue, mais c'est beaucoup l'appui de la structure sur le sol. Et donc, toutes les investigations préalables vont devoir nous permettre d'avoir ces informations. Ces investigations, elles sont sous plusieurs formes, donc tout ce qui est inspection visuelle ou télévisuelle. Alors, télévisuelle par différents types de vecteurs, ça peut être des drones roulants, des robots, des drones flottants, des drones volants. On va également avoir pour ces investigations tout ce qui est mesure géométrique des ouvrages. Et enfin, des auscultations, donc on parle plutôt d'auscultation pour déterminer les caractéristiques de la structure, de l'interface sol-structure et du sol derrière. Donc, en ce qui concerne les ouvrages non visitables, donc non visitables, habituellement, ça va jusqu'au 1200. Après 1200, 1600, c'est du semi-visitable. On peut commencer à y aller à pied. Et au-dessus du 1600, c'est visitable. Après, chaque mètre d'ouvrage a ses limites. Mais en moyenne, c'est à peu près ça. Sur les auscultations non visitables, on va surtout avoir des inspections télévisées qui vont être réalisées sur les canalisations principales et les branchements. Voilà, des inspections qui sont réalisées par des robots avec des caméras satellites qui permettent à chaque raccordement de branchement d'aller sur les branchements. Et ensuite, en termes d'auscultation, les paramètres qui vont être auscultés, ça va beaucoup être de la mesure de pente pour détecter les flashs, parce que des flashs trop importants ne vont pas pouvoir être prises par certains types de réhabilitation par gainage. Donc, ça va nous donner des limites pour réhabilitation par tranchée. Et également tout ce qui est mesure de section et d'ovalisation des conduites qui vont directement rentrer dans le dimensionnement de la gaine, parce que c'est un paramètre dimensionnant pour la gaine lorsqu'on fait du chemisage polymérasé en place, qui est une technique qui est très utilisée pour la réhabilitation des réseaux non visitables. Donc ces mesures de section, elles peuvent se faire par des capteurs laser, mais aussi des comparateurs vidéo. J'y reviendrai après. Et ensuite, un paramètre qui est important, c'est la localisation du réseau, donc du collecteur et des branchements. Si on ouvre une tranchée, il faut savoir précisément où est localisé l'ouvrage. Donc cette localisation va se faire souvent par des sondes radio qui vont être mis au niveau du robot et détectés en surface. Donc les inspections télévisées, donc les différents types de robots, le robot doit pouvoir vraiment inspecter la caméra principale et partir dans le branchement lorsqu'on a des branchements raccordés à la conduite. C'est vraiment les deux qui sont inspectés. Donc les types de robots permettent d'inspecter des branchements de diamètre 150, 200 qui sont raccordés à la canalisation principale. Voilà. Donc sur ce robot, des inclinomètres vont équiper ces robots pour pouvoir apprécier la pente de l'ouvrage et vraiment déterminer la présence de flash, localisée ou surtout linéaire. Cette présence de flash permet parfois d'adapter les travaux. Par exemple, on n'a peut-être pas obligation de reprendre en tranchée les 50 mètres, mais peut-être de reprendre en tranchée, si la flash est ponctuelle, sur les 5 ou 10 mètres concernés par la flash, et puis faire un gainage sur tout le linéaire. Donc ça nous permet vraiment de localiser précisément la flash et de pouvoir adapter les travaux et vraiment de les optimiser sur les zones qui nécessitent des corrections. Également, les robots vont être équipés de profilomètres laser pour pouvoir mesurer les déformations. Donc les profilomètres laser sont l'outil de mesure vraiment le plus précis qui va permettre d'avoir vraiment des mesures de déformation très précises. On peut également apprécier l'ovalisation d'une canalisation simplement par un comparateur informatique des vidéos. Donc avec une section théorique
qui est représentée par un cercle virtuel, et la section réelle de l'ouvrage. On va pouvoir apprécier l'ovalisation. La détermination de l'ovalisation est bien sûr importante, parce que si l'ouvrage est trop ovalisé, une reprise par gainage ne va pas être possible. Et en fonction de l'ovalisation qui va être mesurée, on va pouvoir mettre ce paramètre dans le dimensionnement, dans le logiciel de dimensionnement de la gaine, et apprécier si la gaine elle passe ou pas, et déterminer l'épaisseur de la gaine qui va être adaptée au conduit. Ça, c'est pour des réhabilitations structurelles, bien sûr, mais d'un point de vue hydraulique, ça nous donne également des informations sur l'ouvrage. Enfin, une dernière technique qui est régulièrement utilisée pour les canalisations, lorsqu'elles ne sont pas bien localisées en X, Y, Z. Pour le géoréférencement, souvent, la technique qui est utilisée pour les canalisations non visitables, ça va être la mise en place d'une sonde sur le robot, sur le vecteur. Cette sonde va être détectée en surface par un détecteur pour pouvoir localiser en X, Y, Z la localisation de la canalisation. Ça permet d'avoir une localisation assez précise, beaucoup plus que par du géoréférencement uniquement en surface. Donc, pour le non visitable, ce sont vraiment les principales techniques qui sont utilisées et qui nous permettent d'orienter sur les techniques de travaux en tranchée ou sans tranchée habituellement utilisées. Alors, pour le visitable, les techniques d'auscultation vont devoir nous permettre de déterminer la pathologie de l'ouvrage. Parce qu'en fonction de la pathologie de l'ouvrage, les travaux vont vraiment différencier. Sans rentrer dans le détail, nous avons deux grandes techniques de travaux sur les ouvrages visitables. Les techniques d'injection, les injections qui vont traiter l'appui de l'ouvrage sur le sol, donc traiter l'interface sol-structure ou le sol, et des techniques de restructuration, donc de renforcement structurel de la structure par béton projeté armé, par exemple, qui, elles, vont rétablir la qualité de la structure elle-même. Donc, les investigations qui vont être réalisées dans l'ouvrage, les auscultations, vont nous permettre de caractériser d'une part la structure, mais également l'interface sol-structure et le sol, ce qui va nous permettre d'orienter les travaux adaptés à la pathologie de l'ouvrage. Donc, pour les investigations visitables, différentes techniques, toutes les techniques d'inspection. Donc, pour le visitable, l'inspection visuelle est souvent utilisée, donc l'inspection pédestre, on descend dans l'ouvrage, on inspecte l'ouvrage, mais également pour des ouvrages qui sont plus difficiles d'accès, des ouvrages visitables qui sont plus difficiles d'accès, pour raison de présence de gaz ou de niveau d'eau important. On a d'autres types de vecteurs qui sont utilisés, les drones volants, qui commencent à venir sur le marché, être pas mal utilisés, mais également tout ce qui est drone flottant, donc des radeaux sur lesquels on peut mettre différents types d'équipements. Ensuite, les auscultations, tout ce qui est mesure de section, donc mesure de section par lidar, photogrammétrie ou sonar, j'y reviendrai après, parce que les mesures de section, pour des réhabilitations, par exemple, par tubage, si elles s'avèrent nécessaires, la section de l'ouvrage doit être définie précisément pour mettre les coques adaptées à l'ouvrage. Et ensuite, des techniques d'auscultation non destructive, donc l'auscultation radar, l'auscultation mécanique par vérinage interne ou l'auscultation par impédance mécanique. Donc, ces trois techniques, en fonction des caractéristiques de l'ouvrage et de son environnement, vont nous permettre de caractériser précisément la qualité de la structure, de l'interface et du sol, comme je disais. Ces auscultations non destructives sont généralement étalonnées par des sondages carottés, des auscultations destructives, qui nous permettent de compléter les informations sur ces auscultations non destructives et également nous apporter d'autres informations. Alors, les inspections, donc différents types d'inspections, des inspections pédestres qui sont couramment utilisées, des inspections par drone flottant, par radeau. C'est assez intéressant parce que ça nous permet d'avoir une inspection visuelle, bien sûr, de l'ouvrage, mais également d'avoir des mesures de section. Donc, des sections sur la partie hors eau, à l'air libre, avec un profilomètre laser qui va nous permettre d'apprécier différentes ovalisations, par exemple, mais également la partie en eau qui peut être inspectée par un sonar. Donc le sonar va nous permettre de voir des déformations et également de quantifier les dépôts qui sont présents dans les ouvrages. Voilà. Donc des drones volants, des robots comme sur le non visitable, et des drones volants avec
avec des drones qui nous permettent de faire de l'inspection visuelle sur des ouvrages sans intervenir dans ces ouvrages. Donc les mesures de section peuvent être réalisées de différentes manières. On peut bien sûr réaliser des mesures de section quand on fait une inspection pédestre par mesure avec un mètre de l'ouvrage, mais souvent on utilise maintenant des techniques par lidar. Donc c'est des lidars qui peuvent être embarqués sur des robots, mais qui peuvent être également emmenés sur le terrain par des inspecteurs pédestres, qui nous permettent d'avoir vraiment la section précise de l'ouvrage. Ces lidars, couplés avec des sonars, donc c'est ce qu'on voit sur l'illustration de droite, peuvent être mis en place sur des radeaux. On va avoir la section hors eau et la section en eau. Donc ici, l'ouvrage qu'on voit, c'est un ouvrage circulaire avec des dépôts en radier. Voilà. Et enfin, une technique qui commence à être pas mal utilisée, c'est la photogrammétrie. Donc la photogrammétrie va nous permettre d'avoir un géoréférencement de l'ouvrage. Donc on va faire un nuage de points de l'ouvrage. On va pouvoir rattacher ce nuage de points au géoréférencement au droit des regards, donc avoir un tracé de l'ouvrage en classe A, mais également d'avoir les sections de l'ouvrage. Donc cette photogrammétrie, elle peut être réalisée par un opérateur qui va dans l'ouvrage et qui réalise des vidéos ou des photos, mais également à partir de vidéos réalisées par des drones et des robots. Donc c'est intéressant pour les relevés de section et la géolocalisation de l'ouvrage. Ensuite, on a toutes les auscultations pour déterminer les caractéristiques de l'ouvrage et du sol autour. Donc, 3 grandes techniques. L'auscultation radar, c'est une première méthodologie qui est utilisée depuis une trentaine d'années. Donc, toujours, on va déterminer les caractéristiques de la structure, de l'interface et du terrain. Donc, l'auscultation radar, c'est une technique intéressante pour avoir une appréciation des vides autour de l'ouvrage. Donc, des vides qui peuvent être à l'interface ou dans le sol. Le radar va nous permettre de quantifier ces vides. Donc, lorsqu'on a un ouvrage qui est dans un sol, un environnement géologique à risque avec présence de vides autour, on va pouvoir quantifier ces vides et quantifier les injections qui seraient réalisées. Le radar va également nous permettre de caractériser précisément une structure. Donc, avoir son épaisseur, sa nature, est-ce qu'elle est en béton en maçonnerie, et également déterminer tout ce qui est ferraillage. Donc, les aciers avec leur diamètre et leur espacement. Donc, intéressant lorsque on a un ouvrage sur lequel on va faire des aménagements, par exemple, dans le cadre d'une étude d'impact, un ouvrage sur lequel on va construire un tramway ou on va apporter une nouvelle sollicitation. Le radar va nous permettre d'avoir une caractérisation précise de cet ouvrage et déterminer les aciers, son espacement et son épaisseur. Donc, lorsqu'on va faire un modèle pour apprécier si l'ouvrage va tenir à ces nouvelles sollicitations, on aura toutes les données d'entrée grâce au radar. Après, le radar nécessite une intervention par un spécialiste, un géophysicien, qui va traiter les images et qui va apporter son appréciation sur les images. Donc, c'est une analyse d'images. À l'inverse, le vérinage va nous donner vraiment des résultats fortement reproductibles. Le vérinage, le principe, donc c'est la deuxième grande technique d'auscultation des ouvrages d'assainissement. Le principe du vérinage, ça va être d'appliquer des efforts sur les parois de l'ouvrage à l'aide d'un vérin et de mesurer le déplacement au niveau du vérin et également un mètre en amont et en aval. Donc à partir de cet outil, on va pouvoir déterminer la caractéristique mécanique de l'ouvrage, sa raideur. Et cet outil, il est fortement reproductif. C'est toujours, on mesure des valeurs. Donc, si on revient 10 ans après, on va refaire les points au même endroit et on va toujours mesurer des valeurs qu'on va pouvoir comparer. Donc, c'est intéressant pour apprécier le vieillissement de l'ouvrage, mais également pour apprécier l'influence des travaux de réhabilitation. Le vérinage va nous donner des informations sur la structure et sur l'appui de la structure sur le sol. Donc, on va pouvoir, à partir de cet équipement, savoir si les problématiques proviennent plutôt de la structure, plutôt du sol ou des deux, et adapter en conséquence la réhabilitation. Par exemple, une fissuration longitudinale en clé peut venir d'une structure qui est de mauvaise qualité ou une structure qui est de qualité pas trop mauvaise, mais qui a des mauvais appuis sur le terrain. Et les travaux ne vont pas être les mêmes. D'un côté, on va plutôt restructurer la structure, de l'autre côté, on va plutôt rétablir les appuis. Ben, le vérinage va nous permettre de faire ce retour sur les faiblesses de l'ouvrage, faiblesses qu'on ne verrait pas forcément avec une inspection visuelle. Donc le vérinage va nous remonter des caractéristiques mécaniques de la structure et de ses appuis.
caractéristiques qui vont pouvoir être mises dans un modèle si on a besoin de dimensionner la restructuration. Parce qu'on peut toujours restructurer un ouvrage, même par chemisage en béton projeté sans faire d'auscultation, mais on risque de surdimensionner les travaux et de faire des travaux qui ne servent pas forcément. Parce qu'on peut toujours se dire, on injecte l'ouvrage, on injecte autour, et puis on fait un chemisage structurant. Mais ça va être des travaux qui vont coûter très cher, qui ne vont pas être optimales pour l'ouvrage, qui ne vont pas forcément répondre à leurs questions. Donc les auscultations vont justement permettre de faire de l'optimisation sur ces travaux. Et enfin, une dernière technique non destructive qui est très utilisée pour apprécier les radiers de l'ouvrage. Donc ça, sont pour des ouvrages visitables dont le radier est souvent en eau, parce que lorsqu'on intervient dans les diagnostics des ouvrages visitables, les ouvrages sont en service, donc il y a de l'eau au radier. Et pour apprécier la tenue du radier, la méthode par impédance mécanique permet d'apprécier la réponse vibratoire vis-à-vis d'un choc qui est donné sur ce radier. Et en analysant cette réponse vibratoire, on va mettre en évidence la présence d'anomalies, de vide localisés sous radier. Donc, de pouvoir orienter des travaux de rétablissement d'appui en assise, si besoin ou pas. Donc, l'impédance mécanique peut se faire en radier, mais peut également se faire sur les pieds droits de l'ouvrage. Par exemple, si on a un décollement entre l'enduit de l'ouvrage et la structure derrière, des décollements très importants. On peut apprécier des vides derrière une coque, par exemple, ou des décollements. Donc ces trois auscultations non destructives sont étalonnées par des sondages carottés réalisés à l'intérieur de l'ouvrage qui vont nous donner des informations sur la structure, l'interface et le sol, toujours. Donc sur la structure, la nature du matériau, parce qu'on va faire un prélèvement de carottes. Donc la nature du matériau, est-ce que c'est du béton, est-ce que c'est de la maçonnerie? Pour pouvoir faire des essais sur ce matériau-là, des essais de résistance en compression, par exemple, qui sont très facilement réalisables, ou suivant la pathologie de l'ouvrage, des analyses chimiques sur le béton. Par exemple, un ouvrage qui est sujet à des attaques sulfatiques, parce qu'il y a beaucoup d'H2S, les analyses sur la carotte de béton vont nous permettre d'apprécier la profondeur de l'attaque, et donc de caler les travaux de réhabilitation en conséquence. Donc, on va également pouvoir apprécier l'interface sol-structure pour vérifier la présence de vide, simplement l'interface sol-structure, voir s'il y a un vide franc ou simplement une décompression. Et on va pouvoir apprécier le sol derrière. Donc le sol derrière, sa nature, en faisant des prélèvements de sol, mais également la compacité du sol, en faisant des essais pénétrométriques par l'intermédiaire du trou de sondage depuis l'intérieur de l'ouvrage. Donc ces informations-là, on va avoir une information, une cartographie complète de l'ouvrage, de sa structure d'interface sol, pour bien déterminer les travaux de réhabilitation adaptés à l'ouvrage. Voilà, donc j'ai balayé les techniques d'investigation les plus couramment utilisées pour les ouvrages d'assainissement. Voilà. Pour mesurer, pour apprécier les désordres, mesurer les géométries dont on a besoin, et également caractériser la structure d'interface du sol, de l'ouvrage, afin de déterminer la pathologie et d'adapter les travaux. Ok, merci beaucoup Julien. Bravo, tu as parfaitement respecté le timing. C'est toujours une gageure de traiter un sujet aussi technique en aussi peu de temps. Tu l'as fait de manière très claire, donc c'est parfait. Alors du coup, Alain Pranveil, qui est notre référent, nous a rejoint pendant la présentation. Il a eu des petits soucis techniques. Alain, est-ce que tu veux ajouter un ou deux mots introductifs en conclusion? Et puis, pendant qu'Alain prend la parole, je vous invite peut-être à lever la main. Vous m'entendez là? Oui, c'est bon, Alain. Vous m'entendez là? Oui. Oui. Oui, oui. Ouais, du coup, merci Julien pour ta belle présentation. Excusez-moi pour le retard. Je suppose que tu avais fait l'intro à ma place, Stéphane, pour dire pourquoi on en arrivait sur ces webinaires de l'assainissement et de l'eau potable ou pas? Alors, pas du tout, on t'attendait pour le faire. D'accord. Ok, alors on va faire un rétro-pédalage. On va faire comme si j'étais arrivé au début. Du coup, dans la foulée de la journée technique de Marseille, on avait apprécié les obligations réglementaires pour le maître d'ouvrage sur les investigations préalables au travers des DT et des ICT.
Bien entendu, une fois qu'on a fait ça, si on souhaite réhabiliter un ouvrage que ce soit en assainissement en eau potable, on a également des investigations préalables à faire. Et donc, on a décidé donc, de commencer par l'assainissement pour les ouvrages visitables et non visitables. Donc, il y a une première partie, c'est ce web de la société Infraneo qui fait la partie diagnostic préalable. Et on aura un prochain webinaire avec lui sur les solutions techniques effectivement qu'on peut adopter suite à ce diagnostic préalable. Et puis, dans la foulée, on aura 2 autres webinaires, les mêmes, mais sur le domaine de l'eau potable avec un autre intervenant. Ce qu'on avait acté suite à la journée technique de Marseille. Et juste pour dire que ces diagnostics préalables sont vraiment déterminants pour la réussite de l'opération parce qu'elles conditionnent, mais je pense que Julien dira mieux que moi, que ça conditionne vraiment le choix du mode technique et du mode opératoire qu'on va. Donc, je ne vais pas être plus long. Je ne vais pas poser les questions moi en premier. Je pense qu'il y a plein de questions sans doute qui doivent être posées par Ok. Ok. Merci Alain. Du coup, effectivement, c'est le temps des questions-réponses. Donc, Julien n'a fait qu'effleurer en tout ce sujet très large. Donc, j'imagine que vous devez avoir plein de questions pour rentrer un peu plus dans le détail. On a déjà une première question de Benoît. Je vous passe la main. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Alors, Benoît Decherche du service assainissement de la métropole européenne de Lille. Je suis responsable aux études et travaux neufs. Première petite question, c'est… Alors, je réagis tout de suite, désolé par rapport aux autres personnes, mais c'est au sujet de quand on a un réseau qui est ovalisé. Aujourd'hui, pour le dimensionnement d'une gaine structurante, dans notre logiciel ASTI, on a forcément je vais pas le sortir, mais quand c'est ovalisé, on est minimum à 3%, je pense, dans le logiciel, et on peut, je crois, aller jusque de mémoire à 10% ou 9%, je crois, dessus. Alors, est-ce qu'on est obligé, parce qu'on va avoir le cas chez nous dans notre secteur, on va avoir ce cas-là au niveau de dimensionnement des gaines, comme pour tout le monde, mais comment on le détermine si on n'est pas passé par le vérinage, par le radar? Est-ce que vous avez une méthode ou pas pour déterminer plus ou moins le pourcentage? Oui, alors pour les gaines, quand on gaine un ouvrage souvent non visitable, mais également visitable, on fait une mesure d'ovalisation souvent avant. Lorsqu'on fait avec un robot caméra, on fait une mesure d'ovalisation. Donc soit avec un profilomètre laser qui est mis sur le robot, soit avec une analyse vidéo qui est moins précise mais qui donne quand même des informations. Et à partir de ça, on mesure l'ovalisation par rapport à la section théorique de l'ouvrage. Vous, c'est du gainage sur un réseau non visitable? On a les 2 cas. Vous avez les deux? Voilà. Lorsque c'est un réseau visitable, on met un opérateur qui va avec un profilomètre mesurer la section de l'ouvrage. Ouais. Et sinon, ça va être le robot qui va pouvoir mesurer cette section et cette ovalisation. Ok, d'accord. Ok, c'est tout bon. Merci. Ok. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Rodolphe Fresneau, du coup. Oui, bonjour, Rodolphe Fresneau. Tout le monde m'entend? Oui, c'est bon? Oui, très bien. Je suis technicien pour le service CEPRO de la DSEA dans le Val-de-Marne, donc les études préopérationnelles sur le réseau non visitable et visitable. J'ai une question donc pour Julien. Jusqu'à quelle profondeur vous arrivez à faire les relevés robotisés? Alors, jusqu'à quelle profondeur de réseau? Oui, Alors, on peut aller sur des réseaux qui sont très profonds parce qu'on peut descendre le réseau pour passer le robot. Après, ça va être la détection pour détecter le robot, parce que le robot, on peut le descendre jusqu'à très profond. ouais, Ça, alors après, c'est surtout une question d'auscultation, du coup, des canalisations. Vous n'avez pas de problème de remontée de données, peu importe la Oui, profondeur de l'ouvrage? peu importe la profondeur. Avec un robot, c'est simplement le câble qui doit être assez long pour descendre le robot.
Voilà. D'accord. Ça peut poser problème, effectivement, lorsque on a des drones, mais lorsqu'on a des drones sur les ouvrages visitables, l'opérateur va descendre au niveau du regard pour Ouais, là, il y a pouvoir manier le l'opérateur drone. qui. Ouais, d'accord. Voilà, OK. voilà, exactement. Merci. Donc, Stéphane, tu as coupé ton micro. Oui, désolé, désolé pour mon micro. Je disais que je crois qu'on reste au conseil départemental du Val-de-Marne avec Sylvie Pédra qui voulait ajouter quelque chose. Oui, bonjour, Sylvie Pédra, ingénieure au département du Val-de-Marne sur le réseau non visitable. Je voulais savoir les limites pour les ondes radio, combien elles émettent au maximum, et ensuite par rapport au flash et à quelle limite de pourcentage de la flash on doit passer à la tranchée. Oui, donc c'est vrai que c'est une question. Je vais d'abord répondre à la détection radio. Donc ça va quand même pas mal dépendre des concessionnaires qu'il y a autour. Si on a un réseau avec assez peu de concessionnaires, on va pouvoir détecter la sonde assez facilement à 2,50 m depuis la surface, 2,53 m sans trop de problèmes. Après, si le réseau, on a beaucoup de concessionnaires qui vont un peu qui vont pas permettre au signal de bien passer, ça va être un peu plus compliqué. Mais normalement, jusqu'à 2,50 m, quand on a une sonde, on arrive à la détecter assez facilement. Pour les limites acceptables de la flash, pour le gainage, ça va pas mal dépendre du maître d'ouvrage, effectivement. Il y a certains maîtres d'ouvrage qui acceptent aucune flash, qui veulent que leur réseau soit vraiment sans flash. Donc, dans ces cas-là, dès qu'on a une petite flash, on est obligé de reprendre dans les tranchées. Il y a d'autres maîtres d'ouvrage qui peuvent accepter des flashs de l'ordre voilà, de 5-10%, mais en considérant que le gainage va quand même améliorer la glissance des effluents. Donc même si on a une petite flash, on devrait quand même avoir un autopirage qui continue à se faire. D'accord. Merci. Mais normalement, on ne doit pas avoir de flash. Normalement, aucune flash n'est acceptable. Merci pour cette précision. Merci beaucoup. Je passe la main à Nicolas Crevy. Oui, bonjour, Nicolas Krivitz, métropole de Grenoble. J'avais une petite question sur les investigations télévisées. Aujourd'hui, on est souvent sollicité par des nouvelles entreprises pour tout ce qui est drones volants et drones flottants. Pour notre part, on a fait des essais assez pas très concluants, on va dire. Le drone flottant, il a été perdu à plusieurs reprises. Le volant, pardon. Le drone flottant, mon problème, c'est qu'on ne voit pas le radier, alors qu'on est en train d'établir des investigations pour derrière soit faire des diagnostics poussés et donc des travaux. Et ma question, c'est pourquoi finalement on introduit ces techniques qui sont quand même pas, je trouve, à la hauteur d'une visite pédestre réalisée par l'homme. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on n'arrive pas avec ces techniques à avoir la même précision qu'une visite pédestre. Pour l'instant, rien ne peut remplacer une visite pédestre sur la précision des mesures, simplement par le fait qu'avec une visite pédestre, on peut toucher l'ouvrage et on peut voir si l'enduit il est attaqué ou pas, s'il tombe, alors qu'avec une vidéo, on n'aura jamais ça. Mais par contre, pour certains ouvrages, l'inspection pédestre est impossible. Alors, quand on peut la réaliser, même en aérie, on fait plutôt une visite pédestre. Et pour certains ouvrages, on ne peut même pas faire d'inspection aérie parce qu'on a beaucoup trop d'eau et elle ne passe pas. Donc, dans ces cas-là, faire une inspection par radeau, ça apporte quand même quelques informations, voilà, quand même sur l'état de l'ouvrage en clé, si on n'a pas un effondrement, si on n'a pas une canalisation qui est vraiment un percement important, et avoir un retour sur les dépôts en radier. On a déjà quelques petits retours. C'est mieux que rien du tout. Voilà. Oui. Vraiment vous avez dans ce parlé sens. du sonar qui montre des déformations. Elles sont bien visibles? Oui, avec le sur les dépôts en radier, ça fonctionne quand même très bien. Ouais, Et sur on les arrive dépôts. sur les dépôts, par contre. Ouais. Voilà. Après, ou une cavité ou un parement qui est vraiment effondré,
ou trouée de manière importante. Une fissure de 5 mm, ça ne va pas l'avoir. Enfin, le sonar ne permettra pas de voir une fissure de 5 mm. Il permettra de voir des dépôts très importants ou vraiment une cassure. Merci. Ok, merci beaucoup. Pascal, je te passe la main. Pascal Ossange, GRDF. Oui, non, GRT Gaz, Rice. GRT Gaz, pardon. Ah, c'est pas grave, je le prends pas mal. J'ai une petite question. Tout à l'heure, on a évoqué la possibilité en fait de se trouver dans des ouvrages qui pourraient potentiellement contenir des émanations gazeuses. Est-ce que du coup, vous utilisez des matériels ATEX ou il y a des spécifications Oui, tout à fait. Ouais. On utilise du matériel latex. D'accord. Donc, ils sont certifiés pour tout Voilà. Alors environnement après, un peu. voilà, pour les ouvrages standards, ils sont théoriquement ATEX, mais ils ne le sont pas, ils le sont pas toujours. Mais D'accord. pour des ouvrages à risque, effectivement, le matériel latex qui est utilisé. Ok, merci. Ok, merci beaucoup. Géraldine Veillet, du SILAR. Géraldine. Non, on ne vous entend pas. Je ne sais pas si vous prenez la parole. Géraldine, n'hésitez pas à revenir dans la discussion. Je vais passer la main à Philippe Desnaux. Pour Géraldine, elle qui a posé la question dans le fil de discussion éventuellement. Son micro ne marche pas apparemment. Oui, alors on va voir dans le fil de discussion. Ah. Alors je vous laisse poser votre question dans le fil de discussion, Géraldine. Et en attendant, on va passer la main à Philippe Desnaux. Son micro est coupé à Philippe. Philippe, votre micro. Oui, excusez-moi, j'avais fermé mon micro. Philippe Desnaux de la métropole européenne de Lille, mais j'avais une question par rapport aux investigations, savoir s'il y avait un ordre qui pouvait être respecté dans une méthode avec une priorisation des investigations, qui peut être peut-être par rapport à un coût moyen au mètre linéaire d'une investigation. Par exemple, je pense au sonar, au scan. Vous avez vu auscultation radar, qui peut être une méthode intéressante, mais à mon avis, qui doit être une investigation qui coûte assez, enfin, qui est assez onéreuse. Donc, je me demandais s'il n'y avait pas une liste en fonction d'un coût qui pouvait nous être donnée pour pouvoir entreprendre avant certaines épreuves avant de s'orienter sur une réhabilitation. Oui. Alors, ce qui est fait souvent par les maîtres d'ouvrage pour pouvoir optimiser leurs dépenses et leurs coûts, c'est la réalisation d'un pré-diagnostic avant pour les ouvrages visitables. C'est-à-dire que les ouvrages sont inspectés et une étude de l'environnement d'ouvrage est faite de manière globale, sur un linéaire par exemple 1000 mètres, et ensuite les auscultations vont être ciblées dans les zones présentant des pathologies. Par exemple, sur les 1000 mètres, il y a peut-être 800 mètres où il n'y a pas grand-chose, et il y a peut-être 200 mètres où là, on a plus de désordre, on a des pathologies un peu spécifiques. Donc, dans ce cas-là, les auscultations vont être concentrées sur cette zone-là. Donc, ça permet de réduire les coûts. Et les auscultations vont être décidées en fonction de la pathologie. C'est-à-dire qu'on ne va pas, sur ces 200 mètres, faire tout. On ne va pas faire du vérinage, plus du radar, plus du sonar, et ainsi de suite. On va vraiment cibler l'auscultation par rapport à la problématique rencontrée. Après une auscultation radar, par exemple, en moyenne, ça va être 30 € du mètre linéaire. Ah, d'accord, ok. En moyenne, hein, c'est vraiment une fourchette comme ça. Mais voilà, il y a ces deux étapes-là qui sont réalisées. D'accord, très bien. Je vous remercie. Voilà. Ok. Du coup, depuis, on a la question de Géraldine Veillet dans le fil de discussion.
Auriez-vous des moyens de détection autres que la sonde? Pas d'accès possible pour la reconnaissance des canalisations de refoulement d'assainissement. Oui, après, il y a des techniques de géoréférencement qui sont faites uniquement depuis la surface, avec des techniques comme le radar, donc comme l'auscultation radar, qui est sur, c'est un radar spécifique qui est sur des chariots. Et ces techniques-là permettent de détecter les réseaux. Voilà. Après, la précision est moins bonne que sur une sonde, donc on va avoir la profondeur, elle va être plus compliquée. Et il va falloir interpréter tous les réseaux qui sont présents sous la chaussée. Donc le réseau d'assainissement qu'on voudra détecter, mais également tous les autres réseaux qui sont à proximité. C'est pour ça qu'une sonde, c'est plus pratique, parce qu'on va directement à l'essentiel, au réseau qui nous intéresse, mais avec une auscultation radar de surface, on peut détecter les réseaux. Ok. Alain, tu peux, si tu veux intervenir. On ne t'entend pas, Alain. Ton micro est désactivé. Concernant les collecteurs non visitables, la dernière fois, pour les petites collectivités, on va dire en dehors de Paris, vous avez des grands réseaux de réseaux à réhabiliter, notamment dans les prises de compétences par les différentes communautés d'agglo ou les métropoles. La problématique, elle est essentiellement fixée sur les branchements, qui est une grosse problématique de par leur connaissance, de leur profondeur, et puis sur les capacités à réhabiliter les branchements. Est-ce que tu as donné les caractéristiques du matériel qu'il fallait donc définir dans l'opérateur qui va faire les inspections par caméra, parce qu'ils ne sont pas toutes dotés en fin de compte des mécanismes que tu as pu présenter, je pense. Oui, tout à fait. Il faut des caméras satellites avec un jonc qui permet d'aller dans les branchements raccordés au réseau non visitable. Voilà. Et ça, c'est vrai que ce type de caméra existe et permet d'inspecter des branchements qui font 150 mm de diamètre. Enfin, ça, c'est un point important quand on fait des marchés à bon de commande, notamment. Parce que nous, au départ, il y a quelques années, on n'avait pas fait attention à ça. Ça, c'est un peu compliqué quand on n'a pas ce genre de matériel. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Frédéric Decoster. Oui, bonjour à tous. Merci pour la parole. Frédéric Decoster, Métropole européenne de Lille. Petite question concernant, on a vu en fait dans votre présentation que pas mal de diagnostics, on va dire, pouvaient être réalisés grâce aux robots lorsqu'on les passe, donc les mesures de pente, les mesures de section notamment. Donc, est-ce que vous préconisez, parce que tant qu'à amener le robot pour faire l'ITV, est-ce que vous préconisez de réaliser ces mesures, est-ce que le surcoût généré par ces mesures complémentaires, j'ai envie de dire, est acceptable pour tout réaliser en même temps, systématiquement, j'ai envie de dire, sachant que, voilà, pour pousser un peu plus loin le diagnostic en une seule étape, et non revenir, comme vous l'avez indiqué, si j'ai bien compris, après sur les zones où il y a le plus de pathologies. Est-ce que ça vaut pas le coup, l'amener le repli à un moment donné, et puis le fait de ramener les équipes sur site, est-ce que ça vaut pas le coup de passer le robot et puis de lancer les investigations sur l'ensemble des données? Si, tout à fait, tout à fait. En ce qui concerne le non visitable, effectivement, les robots sont facilement équipables d'un profilomètre, donc il faut mieux passer profilomètre lorsqu'on fait l'ITV et tout faire en même temps. Voilà. Ma remarque précédemment, ça concernait surtout le visitable, où effectivement, pour le visitable, on ne fait pas les auscultations systématiquement en même temps que l'inspection. Il faut mieux scinder les deux, parce que les auscultations en visitable sont plus lourdes et plus compliquées. Mais vous avez raison, dans le non visitable, il faut mieux effectivement, en même temps que passer le robot, faire le profilomètre. Tout à fait. D'accord. Et au-delà du profilomètre pour les ovalisations, etc., est-ce que ça vaut pas le coup aussi d'équiper le robot, ou est-ce qu'il est équipé Alors, pour l'ovalisation, en faisant une analyse vidéo, on peut le faire systématiquement. Voilà. Équiper le robot par un laser, c'est un peu plus compliqué et ça coûte un peu plus cher. Donc, dans ces cas-là, il faut avoir une canalisation avec des problématiques spécifiques, peut-être de gros diamètre, où on pense que l'ovalisation va beaucoup jouer dans le dimensionnement du gainage et va entraîner des surcoûts assez importants.
Mais sinon, pour l'ovalisation, on peut apprécier l'ovalisation à la vidéo avec des comparateurs informatifs. Ok, merci pour votre réponse. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions? Non, pas pour l'instant. Ok, on a fait le tour. Eh ben, écoutez, il nous reste une petite dizaine de minutes pour conclure. Juste le temps de vous faire passer 2-3 petites informations. De toute façon, n'hésitez pas, vous pouvez toujours nous reposer des questions après le webinaire sur la plateforme communautaire en fait, du CMOST. Je vais repartager juste mon écran avec ma présentation. Voilà, j'y suis. Donc, juste en guise de conclusion, quelques informations pour les gens qui ne connaissent pas encore bien la FSTT. De rappeler simplement que pour prolonger ce webinaire et l'esprit de ce webinaire ou sur d'autres thèmes, en fait, que la FSTT propose un catalogue de formation assez complet, en fait. Donc là, je vous ai affiché le programme de formation 2024 et sachez qu'il est disponible de manière très détaillée sur le site de la FSTT. Donc, n'hésitez pas à aller consulter en fait les différentes formations que propose la FSTT pour prolonger en fait ce type de webinaire. Je voulais vous parler des prochains webinaires qui sont organisés, même si Alain les a évoqués tout à l'heure en prenant la parole. Alors, on a décidé, en fait, face au succès et à la demande, en fait, à votre demande, d'accélérer un petit peu, d'augmenter le rythme de ces webinaires qui initialement étaient prévus sur un pas de temps trimestriel. Là, on a essayé de faire un programme et on va essayer de se tenir à en faire un au moins tous les 2 mois. Donc, en fait, on va être en prolongement en fait, du thème traité aujourd'hui, mais là, on va parler de la réhabilitation lors du prochain webinaire qui sera organisé le 19 mars avec toujours Julien comme intervenant principal. Donc, vous pouvez dès à présent bloquer cette date dans vos agendas, le 19 mars à partir de 14 h. Même si on fera passer bien sûr le lien d'inscription très prochainement dans les jours qui viennent pour ce prochain séminaire. Et puis on déclinera les deux webinaires, celui d'aujourd'hui et celui du 19, on le déclinera de la même façon, mais cette fois-ci sur l'eau potable, la question de l'eau potable, avec Jean-Christophe Bérins du cabinet Berlin. Donc là, les dates restent à déterminer et on vous les communiquera dès qu'elles seront fixées. Et puis pour les suivants, comme d'habitude, on fait appel à vous. C'est à vous de nous dire de quoi vous voulez qu'on parle dans les prochains webinaires. Donc n'hésitez pas à envoyer un message par mail sur la plateforme communautaire du CMOST pour nous faire vos propositions de prochains sujets de webinaire. Un petit rappel sur les conditions d'appartenance au CMOST à partir du 1er janvier 2024. Donc, pour pouvoir participer à ce CMOST et voir les webinaires, il faut être adhérent de la FSTT, pardon. L'adhésion de l'organisme ouvre droit à la participation au CMOST pour le représentant, le ou les représentants souscrivant l'adhésion et pour toute autre personne de l'organisme adhérent. Donc, c'est plutôt intéressant. Et ça vous donne bien sûr droit à un accès au webinaire comme celui d'aujourd'hui, à la plateforme d'échange et de ressources qui est en ligne. Et puis, donc ça, c'est effectif de manière officielle depuis le 1er janvier, avec une petite tolérance jusqu'au 31 mars 2024. Donc, vite, dépêchez-vous. Il est encore temps de prendre vos adhésions pour ceux qui ne l'ont pas encore prises. Voilà. Et puis, voilà, j'en ai terminé, moi, pour les messages que je voulais vous faire passer. Est-ce que quelqu'un veut reprendre la parole pour ajouter quelque chose? Alain, non? Oui, pardon? moi. Oui. Oui,
Je voulais Oui, juste bien sûr. ajouter que il est important pour pouvoir participer, effectivement, d'être adhérent à partir de janvier, mais aussi pour qu'on vous ouvre l'accès, il faut que vous puissiez être identifiable sous un vrai nom. Là, j'en profite pour dire, il y a un monsieur dont je vois la photo, je vois qui participe sous le nom de AMHRJU. Est-ce que vous pouvez me dire qui vous êtes exactement? Parce que moi, ça ne me parle pas. Monsieur? Voilà. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où vous devrez être adhérent pour participer, si vous avez des noms qui ne sont pas identifiables, on risque de ne plus vous ouvrir l'accès à la plateforme, l'accès ni à la plateforme ni au visio, alors que vous êtes peut-être inscrit, mais on ne sait pas vous reconnaître. Donc voilà, c'est important de pouvoir être identifiable pour notre site, soit sous votre nom, soit de nous informer que vous serez présent sous ce nom-là. Merci. Alors, du coup, je laisse la parole à AMHRJU. Vous avez coupé, Oui. il a coupé son micro. Il faut Votre ouvrir le micro est micro. coupé. C'est un nom très complexe. En fait, Voilà. c'est un acronyme, c'est ça? Oui, j'imagine. Alors, vous avez levé la main, vous voulez prendre la parole? Bon, Votre micro est coupé. bon, il n'y a pas de réaction, donc je ne sais pas. Il faut ouvrir le micro. Bon. Bon. Oui, visiblement c'est moi qui suis cet acronyme. Oui. Ah. Bienvenue parmi nous. Alors, J'avais est-ce que vous pouvez vous présenter? Bertrand Baudard, métropole européenne de Lille. Ah, d'accord. Service assainissement. Désolé, je ne sais pas. Non, bienvenue, bienvenue. On est ravis de vous accueillir. C'est vrai que c'est pas très facile pour nous de savoir qui est présent. Il y en avait un autre comme ça qui s'appelle aussi Visio DA. Je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas s'il est encore parmi nous. Et j'en profite pour poser une question. Allez-y. Qui d'ailleurs est directement liée. Je ne sais pas si c'est prévu parce que c'est la première fois que je participe. D'avoir les différentes personnes qui ont… J'ai vu qu'il y avait 39 personnes. Disons, il n'y a pas 39 personnes qui ont regardé, vu qu'il y a les intervenants dans ces 39, mais les différentes personnes intervenant et leur structure d'origine. Oui, alors je vais répondre, Virginie. En fait, systématiquement, pour chaque webinaire, on met en ligne sur la plateforme communautaire, d'où l'importance d'être membre officiel du CMOST. On met en ligne l'intégralité de la retranscription vidéo du webinaire, ainsi qu'un compte-rendu, en fait, qui permet en fait de voir quels sont les sujets qui ont été traités et de le timer par rapport au webinaire, et puis la liste des participants. Donc, vous avez tout ça sur la plateforme à chaque fois. Oui, j'ajoute que tout le monde n'est pas inscrit sur la plateforme et c'est dommage parce que justement, vous n'avez pas toutes, vous manquez d'informations et c'est l'occasion de s'inscrire sur la plateforme. Et j'ajoute aussi que cette plateforme, la grande valeur ajoutée, c'est non seulement d'aller retrouver des ressources, des choses qui ont déjà été vues en webinaire, mais c'est surtout que vous puissiez échanger, vous poser des questions, nous poser des questions, et qu'entre deux webinaires, en fait, l'esprit de partage du CMOS puisse perdurer. Donc, n'hésitez pas à contribuer, à poser vos questions, à faire part de vos retours d'expérience. C'est fait pour ça, en fait. OK. Et du coup, je passe la parole à Driss El Asraoui. Oui, merci. Je ne sais pas si j'ai encore droit à une question à Julien. Oui. Si. Ah, super, merci beaucoup. Moi, je suis Driss El Asraoui, je suis chef division planification et gestion d'actifs à la ville de Laval au Québec. Bon, donc Québec, vous connaissez. Puis Laval, c'est le 3e grande ville du Québec, juste pour que vous fassiez le parallèle. Puis aujourd'hui, je représente le Centre d'expertise et de recherche des infrastructures urbaines de Québec, c'est le parallèle de FSST, puis, excusez-moi, FSTT. Puis, je vous remercie beaucoup de cette invitation. Puis, le webinaire était très intéressant. Donc, puis je constate que nous utilisons les mêmes technologies, puis nous avons les mêmes préoccupations pour prendre soin de nos infrastructures. J'ai juste 3 petites questions. La première, Julien, tu as bien répondu. Pour moi, c'est pour le profilomètre laser pour les conduites non visitables. Nous, on l'utilise beaucoup plus pour la réception des conduites neuves.
Donc, ça, c'est une exigence. Mais par contre, dans le réseau existant, on l'utilise vraiment très rarement, entre autres pour le coût, mais aussi la complexité d'interprétation des résultats. Parce que vraiment, ça nécessite des logiciels spécialisés. Hein. Il y a des dépôts et des branchements et tout ça. Puis, ça vient fausser la lecture. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous l'utilisez aussi pour le réseau existant, puis couramment, ou vraiment des cas très particuliers? C'est utilisé dans des cas particuliers pour des réseaux assez importants, de dimensions assez importantes, où l'influence de l'ovalisation va avoir un coût important sur les travaux de réhabilitation. Effectivement. Ok. Pour les canas plus habituels, ça va être une interprétation vidéo de l'ovalisation, une estimation vidéo de l'ovalisation de l'ouvrage. Tout à fait. Merci. Puis, j'ai aussi j'ai apprécié un peu ce que vous avez dit par rapport au carottage et vérinage pour les conduites visitables, sachant que de notre côté, les réseaux ne sont pas très vieux, à quelques exceptions. Il y a certains qui sont de 1889, mais vraiment, c'est très limité de conduite de briques, etc. Ma question pour vous, c'est à partir de quand on peut utiliser le carottage et vérinage, hein? On sait que c'est coûteux, hein, il faut dériver l'eau, etc. Parfois, là, parce que des grands collecteurs. Mais est-ce que vous attendez qu'il y ait des perturbations, des signes de fatigue du réseau? Oui, Ou c'est-à-dire... Alors souvent, on arrive à intervenir dans des réseaux sans faire des déviations, parce que les niveaux d'eau, si on a 40-50 cm d'eau, on peut intervenir pour faire du vérinage avec 40-50 cm d'eau. Et souvent, on va intervenir lorsque l'ouvrage il est dégradé pour déterminer les travaux de réhabilitation. Donc ces ouvrages-là, ils vont être réhabilités, et dans le coût des travaux de réhabilitation, le coût de vérinage, finalement, ce n'est pas si important que ça par rapport à un coût de réhabilitation. Et ça permet justement d'optimiser ces travaux de réhabilitation, donc de gagner sur les coûts de travaux de réhabilitation. Voilà. Ok. Ce n'est pas fait systématiquement pour tous les ouvrages, effectivement. Ok, c'est-à-dire c'est au moment de prise de la décision. Ok. Ouais. Ok, super. Puis ma dernière question, c'est limitation par rapport à une technique, parce que nous avons commencé à utiliser les drones volants, sauf que récemment je l'ai utilisé, mais j'étais confronté avec la portée. C'est-à-dire, je pourrais pas dépasser plus que 200 mètres, mais là, c'est-à-dire 200 mètres, ça veut dire vraiment à une vitesse importante, puis il n'y a pas beaucoup d'anomalies. Ouais. Est-ce que vous êtes confronté à la même chose? Ah, complètement. Et 200 mètres, c'est même déjà exceptionnel. Oh, tout à fait. Voilà. Si on arrive à aller jusqu'à 50 mètres, c'est déjà très bien. Ok, parce que parfois les collecteurs, hein, on l'utilise souvent, c'est-à-dire parce qu'on a des problèmes d'inspecter avec l'inspection ordinaire, on va l'appeler, c'est-à-dire par caméra tractée, puis on a besoin d'informations rapidement. Puis parfois les accès sont pas évidents, tu sais, les regards sont des accès, etc. Puis la distance entre les regards dans les grands collecteurs, ça dépasse 200 mètres. C'est pour ça qu'on était un peu... c'est-à-dire, est-ce que vous avez d'autres alternatives, par exemple, dans de telles situations? Pour les gros collecteurs, par exemple du SIAP à Paris, où il y a 200 mètres entre les regards, on fait plutôt par radeau. Ok. On descend le radeau, et puis le radeau, il est attaché par un fil, et puis voilà, on arrive à aller jusqu'à 200 mètres. Super, merci beaucoup. De rien. Ok, merci pour ces questions. Alain, je te repasse la main. Ouais, moi j'avais une question pour Driss, justement. Est-ce que tu m'entends? Oui, certain. On a essayé effectivement de faire une passerelle avec vous via votre... Effectivement, on aimerait bien échanger sur les modalités de votre travail. Et moi, la question, je voudrais savoir, au Canada, est-ce que vous utilisez beaucoup les techniques de réhabilitation? Enfin, je suppose que oui, par rapport à votre climat, mais ça représente quel pourcentage chez vous dans vos travaux de rénovation, de réhabilitation? Si on prend, ce qu'on utilise le plus fréquemment, c'est le chemisage. Julien était avec nous à Infra, puis il y avait un peu ce qu'on fait là. Donc, c'est le chemisage, ce qu'on appelle aussi gainage. C'est la majorité de temps, je ne voudrais pas sortir un chiffre, mais pour les goûts, ça peut aller à plus que 80% de nos interventions. Et tu parles du non visitable ou du visitable? Surtout le non visitable. Et du coup, pour les branchements, vous n'avez pas de problème particulier? Ça arrive, mais à ce moment-là, on essaye d'utiliser ce qu'on appelle
j'ai pas le parallèle en français, mais une sorte de chapeau, là, ça existe des techniques qu'on vient, sur certains branchements, les utiliser pour éviter qu'il y ait de l'infiltration entre la gaine et la conduite. Ok. Peut-être à bientôt alors. Oh, ouais, ça nous fera vraiment plaisir. Puis on pourra faire, oui, c'est ça, effectivement, un sorte de webinaire d'échange entre nous. Ouais. Mais j'ai pris note. On reviendra vers toi, Driss. Je pense qu'il y a des choses Avec à te grand proposer plaisir. pour VST notamment. Ça marche, avec grand plaisir. Ok, merci beaucoup. J'avais cru voir peut-être une main levée de Benoît de Cherf, Métropole européenne de Lille. Oui, Benoît. Oui, en effet, oui. Ah, j'ai été grillé. Non, mais je confirme le terme déjà du chapeau. On a eu l'occasion, nous, la métropole, d'en mettre en place, d'en poser sur une seule et même opération où on a eu un souci sur le repère. On doit refaire un passage caméra parce que je crois que ça va faire bientôt 8 ans qu'on les a posés et on va refaire un contrôle, je pense, prochainement pour voir si ce qu'on a mis en place, si ça répond encore aujourd'hui à notre demande et est-ce que ça tient ou pas. Donc, du coup, c'est bien le terme chapeau. En tout cas, nous, on l'utilise moi, je l'utilise comme ça. et ça se met aussi, on a déjà pratiqué, en tout cas à la MEL. Ok, merci pour ces précisions. Une ultime question. On a un petit peu débordé, mais non? Non, j'avais une question à poser, moi, mais c'est juste pour savoir si les personnes qui ont assisté aujourd'hui au webinaire, s'ils avaient envisagé la réhabilitation quelque part, s'ils avaient des questions à poser, est-ce qu'ils avaient le temps de les envoyer à Julien pour qu'effectivement ça puisse être abordé dans les solutions techniques dont il parlera la prochaine fois. Enfin, je sais pas si ça pose beaucoup de problèmes, mais c'est vrai que via la plateforme, ça peut être facile de poser une question. Et comme ça, Julien, il aura le temps de les regarder et puis il pourra effectivement prendre un cas concret peut-être pour en parler. Enfin, c'était une idée, quoi. Oui, judicieuse remarque, Alain. Effectivement, sur la plateforme, vous pouvez toujours poser vos questions et on pourra les agréger pour ce prochain webinaire. Et de toute façon, lorsqu'on lance le questionnaire, enfin le formulaire d'inscription pour le webinaire, on vous propose toujours de poser vos questions en amont pour qu'on puisse, nous, éventuellement préparer des réponses et savoir ce à quoi nous attendre. Donc, n'hésitez pas. Soyez inventifs, créatifs dans vos questions. Voilà. Écoutez, si plus personne d'autre ne veut prendre la parole, il ne me reste plus qu'à vous remercier encore pour votre présence à la fois quantitative et qualitative, vraiment les deux. Et puis à vous donner rendez-vous sans faute pour le 19 mars à 14 h pour le prochain webinaire. Voilà. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci Julien. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Bon après-midi, au revoir. Merci, au revoir.